Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, j'allais dire, les présidents de tous ordres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le recteur, mesdames et messieurs, madame, prenez ma place, elle est là. Il me revient d'ouvrir, mesdames et messieurs, cette première édition et demie, du Forum mondial Normandie pour la paix, et j'en éprouve, vous l'imaginez, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'émotion, un peu d'appréhension aussi, dois-je vous l'avouer, compte tenu de l'engagement qui a été le nôtre pour monter cette belle aventure. Je tiens tout d'abord à préciser que cet événement s'inscrit dans la continuité du considérable travail de mémoire consenti et accompli par notre région, la Normandie, depuis 1945, à travers ses associations, à travers ses collectivités, avec évidemment l'édification du mémorial de Caen à l'initiative de Jean-Marie Giraud, qui a été le point d'orgue de cet engagement au service de la paix. Sans cet engagement de tous depuis des années, Normandie pour la paix n'aurait probablement pas pu exister. Pour souligner cette continuité, il a d'ailleurs été acté que Normandie pour la paix se tiendra chaque année juste après les commémorations du 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie. Nous sommes d'ailleurs, faut-il le rappeler, à un an de l'hommage que nous rendrons tous aux derniers vétérans du D-Day à l'occasion des 75 ans du débarquement et à un an, nous l'espérons aussi, de l'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais bien sûr remercier très vivement toutes celles et tous ceux qui ont accepté d'intervenir au cours de ces 2 journées, 130 intervenants au total du plus haut niveau, ainsi bien sûr que le vice-président de la région en charge de cette manifestation, François-Xavier Priolo, les membres du comité scientifique du Forum, cher Bertrand Badi, les comités Normandie pour la paix à travers le monde et tous les organisateurs de cette manifestation. Merci 1000 fois François-Xavier et Bertrand pour ce que vous avez fait pour bâtir cette histoire. Merci également aux médias, plus d'une 60aine, qui ont accepté de couvrir cet événement et d'en assurer très largement la promotion. Et enfin, merci à vous tous, Normands et non-Normands, d'être venus aussi nombreux, plus de 5000 inscrits sur les 2 jours, pour assister aux conférences, aux ateliers, aux débats qui vont se succéder et faire de la Normandie la capitale mondiale de la paix. J'ai voulu que cet événement ne soit pas seulement dédié à l'observation et à l'analyse, mais qu'il soit aussi dédié à l'action. Cela suppose de renouveler la pensée à l'exemple de notre lointain prédécesseur, l'abbé de Saint-Pierre, et son projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Cela suppose aussi d'analyser les enchaînements qui amènent de la crise à la guerre pour mieux les prévenir, identifier les causes majeures qui sont précurseurs de conflits. Je pense par exemple à ce que me disait Philippe Bolopion, directeur adjoint du plaidoyer mondial de Human Rights Watch, qui, à New York il y a quelques semaines, me disait il y a une connexion entre les atteintes majeures aux droits de l'homme dans un pays qui souvent préfigure ensuite des conflits avec les voisins. Essayons de penser aussi au développement de nouveaux moyens de médiation, de nouveaux mécanismes de régulation. N'hésitons pas à proposer des reconfigurations de la gouvernance mondiale pour rendre plus efficaces et plus opérationnelles les opérations de maintien de la paix. Voilà ce que doit porter au fil des années ce Forum mondial pour la paix. Et je voudrais que cet événement soit aussi le lieu de rencontres bilatérales, le lieu de la reprise du dialogue entre des partis qui ne savent plus se parler ou qui ont besoin d'un lieu neutre pour discuter d'une solution nouvelle. Je voudrais enfin que ce forum soit un hymne aux droits de l'homme, au respect et à la dignité de la personne humaine. Aux côtés des débats, des ateliers et des conférences, cher Hubert Védrine, nous aurons plusieurs temps forts autour de la liberté et du manuscrit de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Autour de la première étude du Parlement européen sur la paix, et merci au vice-président du Parlement d'être là aujourd'hui, autour également du très réputé Global Peace Index, classement lancé en 2007 par The Economist et l'Université de Sydney,
ou encore autour de la nouvelle ONG Leader pour la paix qui a été créée par Jean-Pierre Raffarin, qui arrive dans quelques minutes. Nous avons tenu aussi à ce que toutes les générations soient représentées comme autant de traits d'union, les vétérans pour raconter, pour transmettre, mais aussi la jeunesse pour comprendre, pour agir et pour s'engager. 800 lycéens arriveront pour exposer les résultats de leurs initiatives citoyennes sur la question d'éducation aux droits de l'homme, avec un jury présidé par M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui est arrivé hier soir de Corée. Il était aussi très important de ne pas rester dans l'entre-soi, entre-soi national ou entre-soi intellectuel. Le monde entier est présent à travers une trentaine de nationalités, l'Europe bien sûr, de grands chercheurs, mais aussi des diplomates, des politiques, des responsables de grandes organisations internationales, d'ONG, des acteurs de la guerre et de la paix, des témoins des rescapés de la violence, du terrorisme, sont également avec nous. Enfin, j'ai voulu aussi que la paix et le souvenir riment avec bonheur, avec culture, avec joie de vivre et d'être ensemble. Nous aurons donc le grand concert de Youssou N'Dour demain soir sur la plage d'Omaha Beach, là où débarquèrent le 6 juin 1944 35 000 soldats alliés. Vous le constatez et le constaterez encore plus probablement pendant ces 2 jours, ce programme est d'une incroyable richesse. De la guerre, il s'efforce d'en expliquer les formes et les causes. De la paix, il en célèbre les bâtisseurs et les outils. Et notre objectif est en réalité très simple, comprendre la guerre pour mieux construire la paix. Vous le savez tous, l'équilibre est toujours difficile à tenir entre ces 2 notions. Tant la guerre fascine, tant elle est consubstantielle à la nature humaine, tant elle parle à l'imagination des peuples. Il est vrai que dans toutes les philosophies, comme dans toutes les idéologies, la guerre est là. Dans toutes les religions aussi, tantôt colère, tantôt justice, tantôt nécessité, toujours omniprésente. En fait, il n'existe que la philosophie chinoise, comme vous le savez, pour refuser d'exalter les valeurs guerrières. Confucius avait un mot, un général vraiment grand n'aime pas la guerre. Ce que je sais en tout cas, c'est que la Normandie a toute la légitimité pour traiter de ce va-et-vient permanent entre guerre et paix. Notre région a été un territoire de guerre. Il suffit pour cela d'évoquer dans le monde entier Utah Beach, Omaha Beach, la Pointe du Hoc, Arromanches, Le Havre, Sainte-Mère-l'Église, le pont de Ranville. Les croix blanches à perte de vue du cimetière américain de Colville-sur-Mer, et enfin nos villes et nos ports détruits et effacés par les bombes. La Normandie, c'est aussi la paix avec le mémorial de Caen, le processus de paix de l'Ukraine, initié dans notre région lors du sommet Format Normandie en marge des commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Mais c'est également, plus loin derrière nous, le souvenir de personnalités emblématiques comme Aristide Briand, cet immense homme de paix qui avait choisi la Normandie, le petit village de Cocherel, en l'occurrence, pour finir ses jours. Et c'est précisément à Cocherel que Pierre Mendès France, un autre grand homme de paix normand, fit son éloge à l'occasion du 24e anniversaire de sa mort et de l'inauguration d'un monument en son honneur. Mendès y raconte le pèlerinage tant de fois accompli à Louviers, où il était élu, jusqu'à Cocherel, pour saluer le vénérable combattant de la laïcité et de la paix. Mendès est encore jeune en politique, Briand est au crépuscule de sa vie, et je voudrais juste vous citer quelques lignes de ce très bel éloge. Dans la campagne silencieuse, c'est la leçon de Briand que nous venons entendre, c'est le message que sa voix si profonde et si belle ne porte plus, mais qu'ici nous dit encore sa mémoire, et le ciel gris et le vent de printemps normand qu'il aimait tant. Briand nous a appris que ni les intérêts, ni les préjugés, ni aucune force hostile ne doivent nous arrêter sur le chemin de la paix. Par lui, nous savons les difficultés et les risques de l'effort politique, mais aussi sa grandeur, quand le but est le rapprochement des peuples, la conciliation des intérêts et des hommes, la paix, le droit de tous à la dignité et à la liberté. En écrivant ce discours, je me demandais hier si ce que dirait Briand s'il revenait quelques instants parmi nous
et s'il pouvait observer le monde d'aujourd'hui. Soyons positifs. Il verrait tout d'abord cette réconciliation franco-allemande à laquelle il avait tant œuvré et qui lui avait valu en son temps beaucoup d'opprobre et d'insultes. Il observerait aussi, autre point positif, que grâce au nucléaire, les grandes puissances ont cessé de s'entretuer. La fameuse guerre totale chère à Clausewitz. L'anéantissement de l'ennemi qui n'est désormais plus possible. Mais attention, les temps changent. Et le nucléaire et le risque de prolifération qu'il induit sont une menace évidente pour la sécurité du monde. Nous sommes, mesdames et messieurs, passés d'un monde bipolaire à un monde apolaire. Un monde avec de nombreuses puissances émergentes qui auront bientôt la même richesse, et sinon plus, et le même niveau technologique que nous. Le risque de prolifération nucléaire ne cessera donc de s'accroître. Jusqu'à aujourd'hui, les pays développés, en vertu d'un monde ancien, l'ordre de 1945, ont pu conserver leurs armes nucléaires et imposer aux autres États de ne pas en avoir. Eh bien, je dis que tôt ou tard, ces pays émergents revendiqueront eux aussi le droit de posséder de telles armes. En clair, vous ne pouvez pas dire à des pays dont la richesse ou l'influence sont ou seront au moins équivalents à la nôtre, « Chers amis, nous vous aimons beaucoup, mais nous vous avons et nous vous refusons un moyen de sécurité que nous considérons pour nous-mêmes essentiel. » On ne peut pas à la fois dire l'arme nucléaire, c'est notre ultime sécurité, c'est notre assurance-vie, et expliquer que pour le reste du monde, ce ne serait pas le cas. Et reconnaissons que si on veut éviter l'hiver nucléaire au XXIe siècle, il faudra un jour déterminer purement et simplement l'interdiction de l'arme nucléaire pour tout le monde. Je pense que les nouvelles technologies, les nouvelles armes nous permettent de nous faire respecter sans courir le risque de l'explosion nucléaire de la planète. Comme Michel Rocard, comme Alain Juppé, comme Paul Quilès, comme tant de responsables militaires et politiques du monde occidental, je défends l'idée de la dénucléarisation du monde. Je ne défends pas la suppression de l'arme nucléaire pour la France, dans un élan d'angélisme qui serait terriblement coupable, au moment où le monde n'est jamais paru aussi instable. Bien entendu, la France et l'Europe ne doivent pas désarmer les premières. Et ce sont évidemment les États-Unis et la Russie qui doivent faire les premiers gestes et abaisser très significativement les plafonds prévus par les traités START. Les États-Unis et la Russie disposent à eux seuls de 95% de l'arsenal nucléaire mondial. Il est donc logique que cela commence pour eux. Mais l'Union européenne aurait là une belle cause. Ce serait à la fois un vecteur formidable d'influence, un moyen, de par son histoire, que l'Europe embrasse un beau combat pour l'humanité tout entière. Au reste, soyons lucides, certes le nucléaire a évité la bataille décisive au cours de la deuxième partie du XXe siècle, mais du coup, il n'a pas non plus empêché le champ des guerres multiples et les conflits non réglés, ni d'ailleurs l'annexion de la Crimée ou l'occupation des Donbass. Ayons aussi en tête que la plupart des conflits nouveaux sont des conflits civils, bien plus que des affrontements entre les États pour la conquête d'un territoire. Et comme le remarque Bertrand Badi, qui nous le dira, j'imagine, tout à l'heure, les guerres frontales entre États sont devenues plus rares et la Syrie offre une illustration parfaite de ces conflits d'un genre nouveau, mêlant État-nation sans État, nation sans État, comme les Kurdes, ou acteurs non étatiques comme Daesh ou le Hezbollah. Cela rend naturellement plus complexes et ardues les solutions de paix, d'où l'immense intérêt de l'atelier à huis clos qu'animera Hubert Védrine sur cette question des règlements des conflits. Parlant des nouvelles formes de guerre et de nouveaux acteurs, une large part de nos débats sera bien sûr consacrée au terrorisme. Aristide Briand connaissait le terrorisme et c'était celui qui assassinait les présidents, les empereurs et les héritiers, pas celui qui abat froidement et lâchement enfants et innocents. Beaucoup d'intervenants le diront, les conflits d'aujourd'hui présentent des formes nouvelles et pourtant les continuités et les permanences restent nombreuses et je voudrais simplement en citer deux. D'abord, malgré toutes les codifications possibles et inimaginables,
je note la volonté toujours présente de certains chefs de guerre de rendre la guerre violente et inhumaine, même si par nature elle l'est. En 1915, ce furent les gaz asphyxiants, et aujourd'hui nous avons les armes chimiques de Bachar el-Assad. D'où l'importance, bien sûr, du tribunal international. Je sais bien que cela peut être aussi un problème dans les négociations de paix et conduire certains responsables à des positions jusque-boutistes, par peur d'être envoyés devant la Cour pénale. Cependant, mon sentiment est que cette pénalisation est utile et doit être mise en œuvre systématiquement. Je souhaite d'ailleurs, mesdames et messieurs, que nous nous interrogions et que nous soyons vecteurs d'appel sur le traitement qui est infligé depuis des années aux Rohingyas. 700 000 d'entre eux, pour l'essentiel des enfants, ont fui ces derniers mois les persécutions de l'armée birmane. Ce drame, qui s'apparente à une opération ethnique, relève d'une organisation quasi génocidaire, me disait-on à New York. Parce que ce drame ne peut pas rester sans réponse, nous lancerons demain midi un appel solennel à la communauté internationale pour que ces exactions cessent et que les responsables fassent l'objet d'une procédure devant la Cour pénale internationale. Une autre continuité entre XXe et XXIe siècle, c'est le retour du nationalisme et du repli identitaire, et sans doute, en la matière, le terreau le plus fertile au conflit. Et je pense qu'Aristide Briand frissonnerait s'il voyait la peste brune faire son retour au Bundestag allemand, qu'il s'indignerait en voyant les anti-européens prendre le pouvoir en Italie, qu'il nous mettrait en garde contre les provocations populistes de Viktor Orban, qu'il s'étonnerait de cette fascination étonnante, y compris dans nos démocraties, pour la concentration et la personnalisation des pouvoirs. Si habitué lui-même au caractère de nos amis anglais, il pourrait ne pas s'étonner du Brexit, mais je suis certain qu'il se demanderait comment, au pays du président Wilson, le promoteur de la Société des Nations et de la paix sans victoire, on a pu élire un siècle plus tard quelqu'un comme Donald Trump. Oui, je crois qu'il aurait bien du mal à admettre que le lointain successeur de Wilson foule à ce point le multilatéralisme et fasse courir un risque nouveau et considérable à la planète. Et la dénonciation, mesdames et messieurs, de l'accord de Genève, si difficilement conclu, est absolument incompréhensible. Cet accord n'est probablement, certainement pas parfait, mais il est apparu, après de si longues discussions, comme le meilleur accord possible entre l'Iran et la communauté internationale. Et je rappelle qu'il a été validé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Il est évident que les 12 conditions posées par la diplomatie américaine sont irréalistes, pour reprendre les propres mots de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie à Washington. Et surtout, on voit bien que le mécanisme de sanctions, pourtant draconien, qui était en place avant Genève, n'avait pas empêché l'Iran de poursuivre son programme nucléaire. Dès lors, la question qu'il faut se poser est extrêmement simple. Dans l'hypothèse où les Européens et les Russes n'arrive pas à laisser l'Iran dans l'accord et que l'Iran reprenne son programme comme il semble l'avoir annoncé, quelle autre solution, mesdames et messieurs, auront alors les États-Unis ou Israël qu'une opération militaire très lourde et très risquée? Même si l'Iran, selon les observateurs, dispose d'un outil militaire limité, on voit bien qu'une telle situation conduirait à des risques de déstabilisation absolument majeurs, non seulement dans la région, mais dans le monde entier. On devrait avoir en mémoire que depuis 20 ans, à chaque fois qu'une coalition internationale a essayé par la guerre de mettre en place un nouveau régime, comme si on pouvait en quelque sorte remplacer un peuple par un autre peuple, et je pense en la matière à l'Irak ou à la Libye, à chaque fois que l'Occident s'est comporté en apprenti sorcier, il a créé des déstabilisations internationales majeures, dont on n'arrive d'ailleurs toujours pas à se sortir. Il y a donc, selon moi, beaucoup plus à gagner en laissant l'Iran revenir dans le commerce mondial, en étant plus exigeant à son égard, mais à faire en sorte qu'à travers les échanges, il abandonne son dessein nucléaire. On le voit bien avec l'Iran, être la première puissance économique et militaire donne des droits, mais elle donne aussi des devoirs, et notamment celui de faire primer le droit sur la violence et l'intimidation et de respecter le multilatéralisme
Le multilatéralisme, mesdames et messieurs, ça n'est pas l'arme des lâches, c'est au contraire l'arme des forts. Je ne suis pas forcément contre la rupture géopolitique, comme l'avait fait De Gaulle en sautant avec l'OTAN, mais je condamne cet usage quand il est le fait du plus puissant et qu'il installe le droit du plus fort au détriment du droit international. Et encore plus, comme avec l'Iran, quand ces décisions semblent d'abord et avant tout largement inspirées par des considérations électoralistes. Et je ne parle même pas du reniement des accords de Paris, avec toutes les conséquences que l'on peut attendre en termes de réfugiés climatiques ou des conséquences à venir pour la possession des ressources en eau, sujets qui seront bien entendu évoqués durant ces 2 jours. Et je l'avoue, je finis par m'interroger quand nous avons d'un côté le président de la plus grande démocratie mondiale qui multiplie les barrières douanières et culturelles, et que de l'autre, nous avons un président chinois ne jurant que par les nouvelles routes de la soie, les échanges et le dialogue entre les peuples, et qui ramène un peu de calme en Corée, le faiseur de paix dans la zone étant probablement plus le président Xi Jinping que Donald Trump. Mais au fond, ne faut-il pas voir, mesdames et messieurs, dans ces attitudes antagonistes de la Chine et des États-Unis, face aux ordres et aux désordres mondiaux, le premier signe du transfert de puissance économique et politique de Washington vers Pékin, l'un incertain de sa puissance se raidit et clive, l'autre confiant dans sa force avance et unit. Le seul point positif de cette politique étrangère américaine est qu'elle réussirait presque, mesdames et messieurs, à ressouder ensemble les Européens. Ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous avions une Europe discréditée pour prendre la parole, tant elle avait été responsable de ce qu'on a appelé le siècle de fer. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, les choses se sont inversées. La voix de l'Europe est faible, mais elle est redevenue légitime. C'est pour cela que nous pouvons et devons nous battre sans arrêt pour que le multilatéralisme reprenne ses droits sur la scène internationale, à l'ONU comme à Bruxelles, à l'OMC comme à l'OIT, à l'UNESCO comme à l'OCDE. Et je suis fier et heureux de dire que la France et le président de la République ont raison de reprendre à la fois le flambeau européen, de porter les valeurs des pères fondateurs. Et puisque Simone Veil et Nicole Fontaine, toutes deux disparues il y a peu, nous inspirent dans cette démarche. Je crois toujours en l'Europe, mesdames et messieurs, mais je ne me fais plus d'illusions sur sa capacité à s'imposer face aux États-Unis et à la Chine. L'Europe est verrouillée dans un processus apolitique qui lui interdit d'être une puissance, qui lui interdit d'abord d'être une puissance militaire, tant nous avons renoncé sur cette question. Je n'arrive pas à me résoudre à l'idée que les Européens, qui forment pourtant le plus grand ensemble économique du monde, aient renoncé à assurer leur sécurité par eux-mêmes, la faisant assumer par un pays qui est certes un ami, mais dont on voit bien qu'il est d'une part de plus en plus tourné vers les rives du Pacifique et de l'autre qu'il est en proie à des convulsions internes l'amenant à des expressions politiques qu'on a bien du mal à qualifier. Et pourtant, je n'en doute pas que l'Europe n'a et n'aura pas sa place dans le monde. Je crois d'abord qu'une Europe intergouvernementale de la défense, à quelques-uns, avec le Royaume-Uni, est possible. Je crois aussi que la révolution technologique, la mobilité croissante des biens, des services, des personnes, peuvent infirmer au moins en partie la thèse de Brodel, selon laquelle c'est toujours le cœur de l'économie monde qui fascine et qui attire. L'Union européenne, en tant que telle, ne fait probablement plus beaucoup envie, mais les valeurs européennes, la qualité de vie européenne, l'art de vivre européen, nos systèmes de santé, eux, font envie partout, et chez ceux qui le disent, comme chez ceux qui ne le disent pas. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, les Européens adeptes du soft power doivent être les avocats sans relâche de l'éducation, de la culture et de la santé, ainsi que de la protection de l'environnement comme facteur de paix. Et la foi dans le multilatéralisme fait partie de ces valeurs que doit promouvoir l'Europe et les Européens. Et le président de la République a raison d'appeler l'Europe à être le garant de l'ordre multilatéral mondialisé et fragilisé. Je voudrais terminer, mesdames et messieurs, pour souligner aussi l'enjeu des droits des femmes dans les questions de conflit et de crise. Les femmes demeurent
en effet particulièrement exposées aux conflits armés. Le nombre de femmes violées pendant les conflits rwandais a été estimé entre 100 000 et 250 000 personnes. J'en ai des souvenirs et des témoignages encore en tête lorsque j'étais collaborateur de François Léotard et que nous étions allés au Rwanda. Les femmes constituent par ailleurs la majorité des populations réfugiées ou déplacées et souvent mises à l'écart du processus de reconstruction. Leur possibilité pour elles de reprendre une vie normale est bien moindre que celle des hommes. De même, la participation des femmes dans les processus de paix doit être renforcée, plus encline au changement, probablement que les hommes, plus pondérées. Elles savent mêler sagesse et force de conviction au service de la paix, comme en témoigne la fin du second conflit civil au Libéria et l'élection d'une femme à la présidence de ce pays, ou comme on sait à quel point les femmes ont joué un rôle majeur dans la révolution tunisienne. Voilà ce que je voulais indiquer, peut-être trop longuement, au moment d'ouvrir ces travaux. Alors, mesdames et messieurs, abreuvons-nous longuement à tous les ruisseaux de paix qui seront, je n'en doute pas, dans chacune des prises de parole de ces 2 journées. Oui, goûtons sans limitation à la paix, car l'histoire nous enseigne que la guerre et la violence n'en sont jamais très éloignées. On tourne la page du livre des réconciliations, des poignées de main Begin-Arafat, Kohl-Mitterrand, Obama-Abe, et réapparaissent immédiatement des bras tendus, des poings levés, des yeux bandés, une petite fille en pleurs courant sur une route du Vietnam, un habitant d'Alep hébété devant sa maison en ruine. J'ai cité au début Confucius et son mépris pour la guerre. Je voudrais terminer par un mot d'Emmanuel Kant, lucide sur la nature humaine, mais cependant positif. La paix perpétuelle est impraticable, mais elle peut être définitivement approchée, disait-il. Il a raison, la paix est une espérance, mais elle est surtout une volonté. Alors, mesdames et messieurs, soyons disciples de Cample, mais aussi de Mendès, de Briand, pour associer à la lucidité, la vérité et la détermination. Merci à toutes et à tous à nouveau d'être présents en Normandie pour ce Forum mondial pour la paix. Merci, Monsieur Morin. Je demande à Monsieur Ramon Luis Valcárcel Siso, vice-président du Parlement européen, de nous rejoindre.